Salut, bienvenue à toi dans cette vidéo. Je vais te montrer comment tu peux développer un SaaS intégrant de l'intelligence artificielle en quelques étapes dans cette vidéo. Alors, c'est une formation gratuite de A à Z. Donc, si tu suis toutes les étapes, tu pourras sortir avec un produit ou une application, en tout cas. Qui suis-je pour parler de ça? Donc, je m'appelle Sofiane, je suis ingénieur en développement informatique depuis maintenant près de 10 ans. J'ai développé beaucoup d'applications, notamment en Python et en C Sharp. Et aujourd'hui, je m'intéresse beaucoup, en tout cas ça fait quelques années que je m'intéresse au domaine du SaaS et notamment à l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que les technologies nous permettent aujourd'hui de gagner beaucoup de temps. D'accord. Avant, on avait besoin de développeurs, de beaucoup d'équipes, beaucoup de monde, beaucoup d'investissements, etc. pour pouvoir arriver à un produit viable. Aujourd'hui, grâce au no-code notamment, et en plus de ça, grâce à l'intelligence artificielle, on peut, on va dire, aller beaucoup plus vite et passer certaines étapes pour pouvoir développer un premier produit grâce à ces technologies. Donc pour ce faire, pour développer cette application, tu vas utiliser, en tout cas je te recommande d'utiliser Flutterflow. N'hésite pas à utiliser le lien que je t'ai mis dans la description ou juste en dessous afin que tu puisses directement te créer ton compte. Flutterflow, c'est une application, c'est un SaaS en fait, qui permet de développer des applications web et mobiles. C'est ça qui est intéressant, c'est que tu vas pouvoir à la fois développer des applications web et mobiles. Pourquoi j'utilise Flutterflow et pas d'autres logiciels, on va dire, de développement? Parce que ça, c'est aussi un gros complexe chez beaucoup de personnes qui les empêchent de passer à l'action. C'est qu'ils vont passer énormément de temps à regarder les stacks techniques de quel logiciel peut faire ça, etc. et ne passent pas à l'action. Et ça, c'est malheureux. Moi, ce que je te propose, c'est de passer chez Flutterflow directement parce que moi, honnêtement, je suis ingénieur, donc j'ai le recul pour on va dire, te guider vers une solution qui est viable. Flutterflow, pourquoi c'est intéressant? Parce que, on va dire, c'est du no-code, donc tu vas pas apprendre du code ou un langage spécifique. Et en plus de ça, Flutterflow, ce qui est important, on va dire, quand tu veux développer un SaaS, c'est que il te faut une interface visuelle qui soit responsive, qui soit design, qui soit simple et épurée. Et ça, Flutterflow le fait très bien. Intègre des composants qui sont hyper design, hyper sympathiques. Là, tu peux le voir, tu vois. Et ça, c'est quelque chose de primordial, d'hyper intéressant et d'hyper important pour les utilisateurs. Donc, ce qu'on appelle l'expérience utilisateur. Donc, lorsque tu vas aller dans un SaaS, la première impression qu'il va te laisser, c'est la convivialité, l'expérience que tu vas avoir dessus. Et donc, il te faut quelque chose qui soit un minimum responsive, que tu puisses utiliser sur ton PC ou sur ton mobile, qui soit rapide, facile à utiliser, etc., etc. Et donc, pour moi, honnêtement, quand je compare avec Bubble, quand je compare avec d'autres logiciels de no-code, honnêtement, il n'y a pas photo. Okay, et en plus de ça, Flutterflow intègre des fonctionnalités, on va dire, basiques et un peu plus complexes qui permettent de faire pas mal de choses. C'est assez ouvert, c'est assez libre. Et donc, tu peux faire vraiment pas mal de choses. Tu vois, on peut même intégrer des cartes, on peut faire des applications web, des applications avec beaucoup d'informations dessus, etc. Donc, honnêtement, à ce niveau-là, il n'y a pas photo. Et donc, voilà pourquoi je te conseille et je te recommande vivement d'aller vers Flutterflow et de pas trop stagner. Ok, passe à l'action rapidement et suis, on va dire, les étapes. Donc là, je vais créer un compte. D'accord, je vais le faire comme si je démarrais de zéro. D'accord, parce que c'est important que tu vois l'évolution et toutes les étapes. Donc, tu crées un compte Flutterflow, tu te connectes avec ton compte Google. Je te recommande d'ailleurs de te connecter avec ton compte Google parce que tu vas en avoir besoin. Donc là, il va me poser des questions. Je ne réponds pas forcément aux questions. Et donc là, j'arrive sur une interface comme ça qui permet de créer, on va dire, son premier projet. Donc la première version est gratuite, hein, comme tu as pu le voir. Je peux passer par l'onglet pricing, mais voilà, la première version gratuite, tu peux faire pas mal de choses. Ensuite, il y a des versions plus ou moins intéressantes, notamment la version pro. Mais bon, pour le moment, tu n'en as pas besoin. Alors, là, on va créer un premier projet. Okay, donc là, il va me proposer de partir soit via un template, okay, donc une application, il y a déjà des choses dessus, etc. On peut faire enfin voilà, on peut l'utiliser directement. Donc là, il y a 26 écrans, 26 screens. Bon, ça me paraît un peu beaucoup. Donc là, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est une application qui va intégrer de l'IA. Et donc, je vais créer une application qui va me permettre, on va dire, de demander à l'intelligence artificielle quel est l'itinéraire
quel est le meilleur itinéraire pour faire un trajet d'un point A à un point B. Ok, donc je vais l'appeler itinéraire tout simplement. Itinéraire. Voilà. Et je vais partir sur un projet vierge. Ok, donc là il y a quelques explications, quelques vidéos, ils sont sympas. Non, j'ai pas besoin du tutoriel. Ok, donc là on va arriver sur une page un peu comme ça. Donc quand tu arrives, tu as toujours une page au moins sur ton application et tu vas te rendre compte que tu ne pourras pas la supprimer parce que tu as besoin au moins d'une page. Ok, donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller paramétrer notre application. Donc pour ce faire, ça va aller assez rapidement. Et donc les premières choses que tu dois rajouter, c'est une base de données, d'accord, pour stocker les informations de tes utilisateurs et aussi de l'authentification. Donc ça, je te le recommande de le faire quand même parce que ça va être assez nécessaire pour ton application quand elle va prendre de l'ampleur. Et donc là, pour le faire, donc il faut aller ici sur l'authentification. Donc on va faire Enable Authentification, ok. On va dire Firebase. Firebase, c'est la base de données qui sont, on va dire, hébergées chez Google, ok. Et donc là, on va pouvoir mettre la home page. Là, c'est la home page, c'est la page initiale, ok. Et donc là, on n'a que 2 pages, donc forcément, ça va pas fonctionner. Donc, ce qu'il faut que je fasse avant, c'est que je rajoute un flow. Donc pour ce faire, on va aller ici, on va rajouter un flow. Ici, on va filtrer par flow, ok. Et on va rajouter un flow qui va nous permettre d'authentifier nos utilisateurs, ok. Et donc là, je vais mettre auth, clac. Et donc là, je vais simplement prendre un simple auth flow, voilà, un truc assez simple, assez rapide. Hop, il va me créer une collection d'utilisateurs avec les champs de la base de données qui vont bien, etc., etc. Donc ça, j'ai quasiment rien à faire. Et du coup, ça, je vais peut-être pouvoir la supprimer maintenant. Voilà. J'ai plus besoin de la page. Donc là, j'ai un premier flow qui va me faire toute la partie authentification. Donc login, création de compte, etc., etc. Donc là, on peut voir déjà que je vais avoir des erreurs parce qu'il manque des informations. Donc déjà, la première chose que je vais faire, c'est que je vais aller dans Firebase. Voilà. Ici, dans Firebase, c'est ce que je cherchais tout à l'heure. Donc, j'ai dans les réglages Firebase. Et donc là, on va créer un projet Firebase qui va, on va dire, stocker et s'occuper de l'authentification. Okay. Donc là, ici, comme on n'a pas de projet pour l'instant, donc on n'a pas d'ID à lui mettre, mais on va utiliser le wizard. Donc, le petit tutoriel qui nous permet de créer notre projet Firebase. Donc là, je vais tout simplement déjà dans un premier temps faire ça, Enable Web. Ça va me permettre justement de pouvoir lancer mon application en web, en mode web, afin de pouvoir avoir une première version de mon application tout simplement. Là, il me propose des thèmes des thèmes visuels, de couleurs pour mon application. Donc là, pour l'instant, je sélectionne rien, je laisse ça comme ça. Et donc là, je sélectionne Setup Firebase. Je lui demande de me faire le setup. Et ici, donc, il va me demander, je vais créer un projet. Ok, je vais créer un projet Firebase Project Region. Ici, je vais lui mettre une région, donc une région qui n'est pas trop loin de chez moi. Donc, moi, je suis en Europe, donc je vais mettre Europe ici. Et je vais me loguer avec mon compte Google. Donc, Firebase, c'est, on va dire, un service qui est séparé de Flutterflow, mais ils fonctionnent bien ensemble. Ok, donc, ils sont vraiment très, très liés. Firebase pour la partie base de données, pour stocker les informations des utilisateurs, et également pour gérer tout ce qui est authentification. Donc authentification, c'est la mécanique qui va me permettre de vérifier que l'utilisateur est bien l'utilisateur. Donc c'est un comment dirais-je, mot de passe avec un email. Ça peut être une authentification avec comment dirais-je, avec un code par SMS ou un code par mail, etc., etc. Et donc là, il est censé me créer mon projet. Donc peut-être qu'il est en train de le faire. Et ensuite, je vais pouvoir faire Start Building. Ok. Donc là, pour le moment, j'ai pas encore le projet qui est créé. Mais par contre, si je vais sur Firebase, voilà.
Je vais vérifier si il m'a bien créé mon projet. Parce que parfois ça peut prendre un petit peu de temps, donc on n'a pas l'info directement. Alors qu'est-ce qu'il m'a fait? J'ai pas l'impression qu'il l'ait fait. Ok. Je vais retenter un coup par là. Create project. Hop. Peut-être qu'il y a un truc qui s'est pas bien passé ici. Normalement c'est immédiat. On va peut-être attendre qu'elle finisse. Donc je vais attendre que ça se finisse et je reviens dès que c'est terminé. Bon, visiblement ça n'a pas l'air de tourner dans ce sens-là. Donc il y a toujours une alternative. On va passer par la fenêtre si la porte d'entrée est fermée, comme on dit. Donc là, je vais l'appeler itinéraire. Donc en fait, je crée directement le projet depuis Firebase, hein. Tu peux te connecter sur console.firebase et créer ton projet. Donc là, il va te donner un ID, ok, un unique ID pour ton projet. Je vais d'ailleurs le prendre là maintenant et le copier. Donc j'accepte les termes, ok, tac. Je désactive ça, Google Analytics, j'en ai pas besoin. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette partie base de données, elle n'est pas obligatoire, hein. Ça, c'est vraiment quand on a besoin de faire de l'authentification, d'authentifier et d'identifier les utilisateurs. Donc, ce que je vais te montrer juste par la suite. Et notamment de sauvegarder les données dans la base de données. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand tu vas utiliser ton projet Firebase, voilà, là il est créé. Donc, effectivement, tu vas être facturé en fonction de ta consommation. Donc, au début, quand tu auras peu, de données, tu vas rien payer et tu pourras payer au fur et à mesure en fonction vraiment de tes données. Donc, il y a un plan de pricing également, mais ça reste très raisonnable selon, on va dire, tes besoins. Donc là, j'ai sélectionné donc dans Build Authentification, donc ce que je te disais tout à l'heure. Donc, je vais faire Get Started ici pour l'activer dans mon projet. Ok. Et ici, je vais juste mettre email et password dans un premier temps. Je n'ai pas besoin de plus. Donc là, j'active ça ici. Hop, sauvegarde. Tac. Donc ça, c'est bon. L'authentification est bien active. Et je vais mettre aussi Firestore Database. Voilà. Donc ça, c'est les deux choses les plus importantes à mettre en place. Donc pareil, on va faire create database. Hop, on va lui mettre pareil la région en Europe. Et ensuite, on va faire start in test mode. Okay. Create. Parfait. Voilà, très bien. Donc là, j'ai une base de données qui est créée et j'ai mon authentification. Donc on va tester tout de suite l'authentification. Donc ici, je vais revenir là. Je vais faire... je vais mettre ici directement l'ID que j'avais copié tout à l'heure et je vais faire connect. On va voir s'il arrive à se connecter. Donc là, il me dit ah oui, très bien, très bonne erreur. Donc en fait, il faut que j'ajoute cette adresse email là. Il faut que je l'ajoute. Please add as an editor to this project. Ok. Et donc là, il faut aller dans les paramètres du projet. Donc normalement, ça se retrouve ici dans User and Permission. Ok. Et donc là, je vais faire Add Member et je vais mettre Firebase. Ok. Et je vais mettre Editor. Ici. Clac, Add a Member. Et donc là, maintenant, on va voir si ça fonctionne. Ok, j'arrive à me connecter, c'est parfait. Donc là, il me met en place un petit paramétrage que je vais déployer ici. Ok, succès, très bien. Et maintenant, je vais pouvoir retourner sur mes erreurs ici. Alors, qu'est-ce qu'il me propose là? Est-ce que je fais generate file? Toujours faire un petit generate config file lors de la première connexion. Ça permet d'envoyer et de faire la liaison entre Flutterflow et Firebase. Ça prend un petit peu de temps, mais voilà. Donc là, il me fait Firebase setup complete. Donc là, normalement, j'ai plus l'erreur. Ok, superbe. Maintenant,
j'ai des erreurs forcément au niveau de la partie authentification. Donc comme j'ai rajouté l'authentification, là il me demande quelle est la première page sur laquelle je vais envoyer les utilisateurs. Donc les utilisateurs, quand ils arrivent, ils vont sur la page login. Okay, et ensuite, s'ils n'ont pas de compte, ils vont cliquer là. Donc la première page, ça sera login. Et une fois qu'ils se sont authentifiés, je vais rajouter un autre flow. Okay, je vais rajouter un deuxième flow. Non, pas un flow, pardon. Je vais rajouter une page. Je vais rajouter une page tout simplement de content ici. Et je vais mettre... Est-ce que je peux avoir une page sympathique dans les templates? On va regarder ça. Moi, pour rappel, mon application, je veux qu'elle fasse, qu'elle me propose un itinéraire. Donc, entre un point A et un point B que l'IA m'aura calculé. Ok. Donc, ce que je peux faire, je peux prendre celle-là, par exemple. Je peux prendre celle-là. On va essayer de se débrouiller avec ça, ok? Ok, superbe. Très bien. Donc ça, cette page-là, je vais la mettre ici. Elle fait pas partie du flow, donc je m'organise bien. Et donc, lorsque mes utilisateurs seront connectés, je vais les renvoyer vers cette page-là. Donc, je reviens dans mes erreurs ici. Donc, on a dit que la première page, entry page ici, c'est la partie login. Et ensuite, la deuxième page, ça sera détail, transaction, etc. Donc là, c'est bon. J'ai plus d'erreurs. Maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est tout de suite tester si l'authentification peut fonctionner. Ok. Donc je lance mon test mode ici, en cliquant sur l'éclair ici, et ça va lancer l'application en mode test. Donc voilà, j'arrive sur cette page, et donc là, j'ai bien mon flow de login, comme je l'avais bien prévu. Et ensuite, comme là, j'ai pas de compte, je vais aller sur Sign In. Okay, donc il me renvoie sur la page de création. Donc ça, c'est super. Je vais mettre mon compte Gmail. Je vais créer mon mot de passe. Et je vais créer mon compte. Et tac, je suis bien sur ma page d'accueil. Ça veut dire que mon compte a été créé, que tout s'est passé correctement. Je vais me regarder là. Donc là, ça ne fonctionne pas encore. Mais en tout cas, l'authentification est bonne. Et on peut même vérifier ici dans le debug panel que ici dans la partie Authenticated User, je suis bien logué. Donc ici, c'est bien un trou. Ça veut dire que c'est bien moi qui suis logué. On m'a attribué un ID. Ça veut dire que dans la base de données que j'ai configurée juste auparavant, j'ai l'utilisateur Sofiane Sass en l'occurrence qui a été rajouté. Et j'ai bien un token, et etc., etc. Donc, le process s'est bien déroulé. Ça, c'est parfait. Maintenant, on va rentrer, on va dire, dans le vif du sujet avec la partie intelligence artificielle. Alors, pour ce faire, on va voir plusieurs choses. La première chose, ça va être de regarder sur ce site-là que tu peux taper chez toi. Donc, plateforme.openai.com. Ici, moi, j'ai un compte, donc il faut créer un compte. Donc, on peut le créer. En fait, il y a juste à créer un compte ici. Donc, sign up, créer un compte. Et puis, peut-être qu'ils vont te demander d'ajouter une carte bancaire. Ça, c'est possible. Donc, il faudra le faire, et c'est pareil. Ça va être en fonction de la consommation. Donc, tant que tu ne consommes pas, ou très peu, ça va être des tarifs vraiment très, très faibles. Donc, pas d'inquiétude à ce niveau-là. On peut commencer à faire des tests. Et il n'y aura pas de tarifs, on va dire, exorbitants. Quand je dis pas exorbitant, c'est vraiment quelques dollars. Et encore quelques dollars, c'est vraiment quand on fait pas mal de tests. Donc, ici, on arrive là. Et donc, en fait, cette partie-là, ça va être la partie, on va dire, chat GPT pour les développeurs. Okay. Et donc, moi, je vais me connecter avec mon compte. Donc voilà, tu devrais arriver sur cet écran-là une fois que tu es connecté. Donc tu as ce qu'on appelle un playground où tu peux tester des mini chat GPT, tu peux faire des tests, etc., de la configuration, ce genre de choses. Mais nous, notre objectif dans cette formation, ça va être d'aller interroger l'API, notamment de ChatGPT. Et donc, on va aller ici, tu vois, dans le chat, tu vas ici dans API référence, dans chat. Donc nous, ce qui va nous intéresser, ça va être de
faire un call API, ce qu'on appelle un call API. Donc, on va faire une requête sur la partie ChatGPT enfin, sur la partie API pardon, de ChatGPT. Et donc là, ce qu'il faut que tu fasses auparavant, c'est que tu crées dans les paramètres ici, tu vas créer une API key. Alors, je me souviens plus, est-ce que c'est voilà, dans le dashboard, tu vas dans API key, et là, il faut que tu crées une clé. Cette clé-là va te permettre de t'authentifier et de te facturer en fonction des requêtes que tu auras fait. Encore une fois, rassure-toi, les pricing, ils sont vraiment très bas quand tu fais des mots de test. Donc ici, tu vas créer une nouvelle clé. Ok. Donc moi, je vais créer aussi une nouvelle clé ici. Je vais faire test key. Hop. Tac. Et je vais faire voilà. Et donc là, je vais récupérer cette partie-là. Donc je vais la copier et je vais tout de suite la coller ici. On va aller dans ce qu'on appelle les call API dans Flutterflow. Je vais en rajouter un. Create call API. Ça va être une requête post. Et ici, il va falloir que tu crées ce qu'on appelle un header. Ok. Et tu fais autorisation de point bearer. Et là, tu colles ta clé API. Ok. On va faire add pour voir si je peux le sauvegarder. Je ne peux pas le sauvegarder encore. Donc on va faire, je vais juste créer le nom. Je vais l'appeler itinéraire API call. Et je vais mettre le lien. Donc ça va être celui qu'on a vu tout à l'heure ici dans API référence. Je retourne sur chat. Et donc je vais aller chatter en réalité avec l'API d'OpenAI. Et je vais récupérer ce lien-là. Tu vois bien que c'est la méthode post qu'il faut envoyer. Donc je reviens ici. Donc là, je vais pouvoir coller mon URL. Je sais pas ce qu'il a. Il n'aime pas quoi? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Là, je vais mettre un body JSON. Pour l'instant, je vais mettre vide. Ok. Donc il veut pas de body vide. Je crois qu'il y avait un espace, c'est pour ça. Oui. Il y avait un espace devant. Ok. Voilà, donc là il a sauvegardé. C'était juste pour qu'il le sauvegarde. Hein. Après, je vais t'expliquer un peu comment ça fonctionne. Ok, très bien. Donc là il a sauvegardé. Maintenant, en réalité, qu'est-ce que je vais faire dans mon application? Ce que je veux, c'est créer un itinéraire. Donc je veux qu'il me donne le meilleur itinéraire, donc le meilleur moyen de transport, et éventuellement le temps, et puis je sais pas, peut-être le coût, combien ça me coûterait, selon l'itinéraire que je vais lui indiquer. Voilà, donc là, j'ai quelques exemples de, on va dire, de call API que je peux réaliser avec OpenAI. Et donc ça, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est tout simplement l'application, enfin c'est l'API d'OpenAI, donc de ChatGPT, qui va répondre à mes utilisateurs. Donc moi, j'aurais pas besoin d'être là pour répondre, je n'ai pas besoin de créer un nouvel algorithme pour ça. Je vais tout simplement déléguer ça à ChatGPT. Et donc c'est comme ça qu'on va intégrer de l'IA. On va pouvoir le faire avec d'autres IA si on le veut en fonction d'eux. Donc là, l'exemple, c'est vraiment de l'utiliser avec l'API d'OpenAI. Et donc là, ce qu'il faut faire, donc, dans un premier temps, c'est je vais créer, je vais utiliser le modèle GPT-4o, d'accord, du 6 août. Pourquoi? Parce que ils ont rajouté une fonctionnalité qui est intéressante et que je vais vous montrer dans cette formation. C'est l'information qui s'appelle strict, mode strict. Donc c'est pas ici. Il faut que je le retrouve dans le chat. Ok, il n'y a pas et structured. Alors, je suis en train de rechercher l'exemple dans la documentation qui permet, en fait, tout simplement d'avoir une sortie. Parce qu'en fait, quand on va faire un call API, on va envoyer une requête, d'accord? Et moi, ce que je veux, c'est avoir, voilà, une requête qui soit, enfin, une sortie, un retour de la fonction qui soit ultra structuré.
Et pour ce faire, ils ont rajouté une nouvelle fonctionnalité, donc depuis le 6 août, qui permet de dire à ChatGPT quel est le modèle de données que je veux avoir en sortie. Ok, donc on va le faire ensemble. Et ça, c'est vraiment la partie la plus intéressante de cette mini formation. Donc je te conseille de rester vraiment très 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 connecté. Donc là, je vais rechercher un peu les informations sur leur site, d'accord, pour que tu puisses voir un peu où est-ce qu'on va et où est-ce qu'il faut chercher les informations. Et donc là, ce que je vais chercher, c'est la partie stricte. Voilà. En fait, ce qu'il faut lui indiquer dans le call API, en tout cas dans le body du JSON, c'est cette information-là. Donc strict égale true. Pour lui dire, en fait, pour lui indiquer que ce qu'on attend comme sortie du call API, ça correspond à un format bien précis et bien défini. Et donc là, typiquement, dans cet exemple-là qu'ils ont donné, ce qu'ils veulent, donc c'est un modèle une sortie qui soit stricte et qui répond à cette forme-là. Donc il y a deux informations. Donc il y a la location et l'unité. Et donc là, on peut lui donner un enum, ce qu'on appelle une énumération, donc un choix entre différentes valeurs, et un type. Donc là, c'est un string. Un string, c'est une chaîne de caractères avec une description, etc. Donc on va le faire ensemble, ne t'inquiète pas. Donc on va revenir sur notre introduction ici. Je reviens là. C'est manuel schéma que je veux et c'est supply. Voilà, c'est ça que je cherchais. Voilà, c'est exactement ça que je cherchais. Donc en fait, je vais récupérer ce body là. Donc ça, c'est le body du JSON, donc du call API qu'on va faire. Si c'est trop technique pour toi, n'hésite pas à me poser des questions ou à mettre une petite réflexion en commentaire. Comme ça, je pourrais y répondre. Mais si tu suis les étapes vraiment, petit à petit, tu vas t'en sortir. Donc là, en fait, on revient sur Flutterflow. On va lui indiquer donc un body, donc le body JSON que j'ai copié-collé. Et là, je vais lui mettre exactement ce que j'ai copié de l'autre côté. Bien évidemment, maintenant, moi, je vais l'adapter et je vais modifier les informations. Ok ? Donc, mais avant de faire ça, ce qu'il faut faire, c'est que je vais tout simplement utiliser ChatGPT pour concevoir un peu mon application. Donc là, je me connecte sur mon compte. Donc on se retrouve ici sur ChatGPT et on va lui demander, donc je vais lui mettre un prompt afin qu'il me génère, tout simplement cette structure-là. D'accord ? Je vais lui donner ça en exemple et je vais lui demander de me sortir exactement ce que j'ai envie. Mais avant de faire ça, j'aimerais juste rapidement prendre quelques notes sur cette application. Tu peux l'utiliser, elle est super sympa. Donc en fait, moi, ce que je veux dans mon application, c'est que je vais lui donner un point de départ. Ok. Ça, c'est ce que je vais donner à l'application. Ok. Et un point d'arrivée. Ok. Je lui donne ça. Donc ces deux informations-là, ça va être typiquement une ville, adresse. Ok. En tout cas, c'est une chaîne de caractères. Donc, en langage de programmation, c'est ce qu'on appelle des strings. D'accord ? Chaîne de caractères. Et point d'arrivée, pareil. Ville, adresse. Et là, c'est un string aussi. Et donc là, je vais lui donner ça. Ensuite, ici, je veux qu'il me fasse un call API. Ce qu'on appelle le call API. Donc, en l'occurrence, ça va être l'API de ChatGPT qui va répondre dans ce cas de figure. Et pourquoi l'API de ChatGPT, pourquoi je l'ai choisi elle plutôt qu'une autre? C'est parce que il y a cette option-là, cette option qui me permet d'avoir une sortie hyper précise, hyper structurée, justement. C'est pas pour rien. Et donc, qu'est-ce que je veux en sortie? Donc, en sortie, je veux plusieurs informations. D'accord? Je veux. On va faire un truc plutôt simple pour commencer. Je veux l'itinéraire. Je veux le moyen de transport. Je veux le coût. Pardon.
je veux le coût et je veux la distance. Voilà, distance en kilomètres. Je veux ça. Mais moi, ce que je veux en fait, c'est qu'il me donne un comparatif. En fait, ça va être, comment dirais-je, ça va être ce qu'on appelle un array. Donc je sais même pas comment on dit en français. Un array, c'est comment dirais-je, j'ai l'habitude de parler en anglais. Donc un array, ça veut dire qu'il y aura plusieurs. Ça va être une liste en fait. Ça va être une liste. Je vais lui demander de me donner la liste des moyens des itinéraires avec ces informations-là. Et je veux par exemple, qu'il me le trie par, je sais pas moi, par coût. Je veux que ce soit le moins cher en premier, et ensuite les autres qui arrivent par la suite. Ok? J'espère que c'est clair. Alors, maintenant que j'ai défini à peu près ce que je voulais, donc je sais que je vais lui donner un point de départ, un point d'arrivée, que je vais lui donner et que je vais faire la requête tout simplement, et que je veux en sortie le moyen de transport, le coût et la distance. Ok? Maintenant, je reviens rapidement sur Flutterflow. Ici, quand je vais vouloir définir mon call API, donc maintenant je sais que je vais avoir besoin de certaines variables d'entrée. Donc là, je vais lui mettre ici dans variable, dans le call API, je vais lui mettre point. Je vais mettre plutôt adresse départ. Ok. Donc ça, pareil, c'est une chaîne de caractères, donc c'est un string. Donc là, je l'ajoute et je vais ajouter aussi adresse arrivée. Voilà, et ça, c'est un string également. Je sauvegarde à chaque fois parce que parfois on oublie et on perd tout l'avancement. Maintenant que ça c'est fait, voilà ici, je les vois qui apparaissent ici maintenant, mes variables. Parce qu'en fait, je vais avoir besoin de les mettre en dynamique dans mon call API. Parce que tous mes utilisateurs qui vont venir, ils vont faire appel à ce call API là, mais ça va être transparent pour eux en réalité. Nous, on est dans le côté développeur, un peu programmateur. On va le faire une fois, et une fois que ça va fonctionner, ça fonctionnera pour tous les utilisateurs. Maintenant, je vais travailler un peu le prompt. Le prompt, comment je vais le travailler? Donc, je vais lui dire, je vais tout simplement utiliser ChatGPT. Donc, je vais lui dire, j'aimerais que tu me génères un prompt pour réaliser un call API sur plateforme.openai. Le prompt le prompt doit calculer l'itinéraire, je dirais les itinéraires les trier selon leur coût et moyen de transport. Effectivement, j'ai oublié quelque chose ici. Ah non, je l'ai mis, le moyen de transport, c'est bon. Ok. Trier selon leur coût et leur moyen de transport. Ce prompt sera utilisé par différents utilisateurs via ce call API. Ok. Donc les variables utilisateurs seront de points l'adresse de départ et l'adresse d'arrivée. On va voir ce qu'il me propose déjà pour cela. Donc en fait, j'utilise ChatGPT pour voilà, donc déjà il comprend que c'est un call API, il me met même certaines on va dire informations, on va dire. Ok, mais moi j'ai besoin que de ça. Ok, parfait. Parfait. Donc là, je vais utiliser ce prompt là. Même s'il est en anglais, je peux l'utiliser. Ou je peux lui demander, allez,
traduit le prompt en français. Qui me le mette en français. Comme ça. Voilà. Parfait. On arrête-toi là. Je copie ça. Et ça, je vais le mettre ici. Là, il faut juste que je fasse bien attention qu'il n'y ait pas d'espace ou de caractère bizarroïde qui se rajoute là. Par exemple, la virgule. Et je fais format ici pour voir si ça passe. Ok, donc là, ça a l'air de passer. Donc là, c'est parfait. Ici, je vais lui mettre donc les variables, les fameuses variables. Donc ici, pour mettre une variable, je peux soit glisser, déposer. Mais moi, je préfère écrire ça comme ça, avec des petites... voilà, ils veulent le reconnaître. Adresse de départ. Et là, je vais lui mettre adresse ou ville de départ. Tac. Et là, je vais mettre adresse ou ville d'arrivée. Et là, je mets l'autre variable. Hop, voilà, superbe. Maintenant que j'ai ça, j'ai à peu près mon système qui est plutôt pas trop mal. Maintenant, je vais lui demander de me générer tout simplement cette partie-là. Donc, je vais lui donner cet exemple-là. Je vais le prendre sur le site, ça sera plus simple. Voilà, donc la partie response format en fait. Et donc je vais lui dire, alors, voici un exemple de response format. Génère-en un qui me donnera les informations suivantes. Je souhaite avoir en sortie une liste des moyens de transport. Ok. Avec comme information moyen de transport, coût, et le dernier c'était durée, je crois, ou distance, je sais plus ce que j'ai mis. La distance en km. Voilà. Donc là, il va me faire l'exemple. Donc j'ai quasiment rien à faire en réalité. Voilà, il va me générer tout simplement la réponse qu'on aimerait avoir. Et donc là, je vais un peu vérifier ce qu'il me dit. Donc il me donne un objet qui s'appelle itinerary response. Dans cet objet, c'est de type, c'est un type objet, forcément. Et cet objet, il a plusieurs propriétés. Il a itineraries, donc il a un array, donc ce que je disais tout à l'heure, une liste d'itinéraires. Et dans cette liste d'itinéraires, il y a des items de type objet qui vont contenir le moyen de transport, le coût en number et la distance. Voilà. Je peux même rajouter, je vais dire, rajoute-moi des descriptions pour chaque properties. Je vais rajouter les descriptions ici pour que ce soit vraiment le plus explicite possible pour lui. Donc là, il l'a fait, il m'a rajouté les descriptions. Voilà, quand on sait bien parler à ChatGPT, il est vraiment très très efficace. C'est ça qui est intéressant. Et donc là, je reviens ici. Et donc je vais remplacer toute cette partie-là. Response format. Ça m'embête un peu qu'il fasse ça chaque fois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon curseur là. Shift. Et je viens là. Et ensuite, je colle. Hop. Je refais un coup de format ici. Donc là, il me dit qu'il y a une erreur. Je vais ici, je peux aller sur JSON Validator. Hop. Je colle mon JSON. Et il me dit qu'il n'est pas bon parce que ligne 49, il y a un problème. Et donc là, je reviens là. Parce que si je supprime ça. Tac, je reviens ici pour voir comment c'était fait. J'ai bien
de JSON, là, hop. 2 accolades. Je devrais avoir 2 accolades fermantes à la fin. Ce qui est le cas. Donc ce qui veut dire que ici, c'est ici que ça bloque. Et j'ai une accolade là. Non, ici c'est bon. Je crois qu'il y a un autre site un peu plus sympa. Ah, c'est dommage qu'il me le corrige pas directement. Alors peut-être qu'il faut que j'en rajoute un en fait. Le max c'est un peu chiant pour ça. Voilà. Donc là c'est valide. Donc là c'est valide et il met même tous les éléments. Donc ça c'est pas mal. Donc JSON formateur pour valider le JSON. Donc je reprends ça et je reviens ici. Je fais ça et je fais ça. Je colle. Et là, ça devrait être bon normalement. Non-formatic error in JSON body. Ah mince, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. Ah oui, d'accord, j'ai tout pris. Ok. En fait, j'ai tout pris. Donc, je vais revenir ici. Et là, je fais CTRL A. Je prends tout et je recolle. Et là, ça devrait être bon. Voilà. Donc là, je vais faire Save. Superbe. Maintenant, je vais faire un test. Directement, je fais un test. Allez, hop. Donc là, pour faire un test, je vais rajouter mes 2 variables ici. Okay, que l'utilisateur va rentrer via mon application. Donc là, je vais mettre, par exemple, je vais mettre Paris. Et là, je vais mettre Zurich. Et je vais lui demander de me faire un call API. Donc on va tester ça. Donc là, il est en train de tourner. On va voir déjà si tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'était bon. Et ça a l'air d'être bon parce que ça a l'air d'être bon parce qu'il me renvoie 200. Donc là, le call se passe bien. J'ai bien toutes les informations et je vais ici, en fait, quand je descends là, je vais avoir accès à tous les éléments du JSON. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tout, mais c'est précisément ça, le choice message. Et je dirais même plus le choice message.content. Donc ça, je peux l'ajouter normalement ici en JSON path. Et JSON path, c'est en fait tout simplement un moyen d'accéder à une information du fichier JSON directement. Donc ce qui nous encore une fois, tout le JSON ne nous intéresse pas. Donc là, il y a toutes les informations, des informations techniques, etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment cette partie-là, la content. C'est qu'en fait, ce que ChatGPT me répond. Et donc là, il me répond en plus avec le format que je lui ai imposé. Et ça, c'est très intéressant. Et donc là, je vais mettre ici un nom pour ce path-là, parce que vous allez voir qu'on va en avoir besoin par la suite. Je vais mettre itinéraire path. Voilà, tout simplement. Et là, je vais sauvegarder. Donc là, on a notre notre API qui fonctionne plutôt bien. Ok, je vais même copier ça et je vais essayer de le déconstruire. JSON string to JSON. Je vais voir si on peut faire ça comme ça. Voilà. Donc en faisant ça, en fait là, ce qui me renvoie, c'est un string, donc c'est une chaîne de caractères. Donc moi, je le transforme en JSON pour y voir un peu plus clair. Donc là, on voit bien que j'ai les différents moyens de transport, voiture, train, bus, avion. Il me donne les coûts, 150. Bon, je ne vais pas préciser la monnaie, mais je vais le faire. Ok. Il me donne la distance, 650 km. Ok, en voiture, train, etc., etc. Donc ça a l'air de plutôt bien fonctionner quand même. Je suis assez satisfait du résultat. Donc je vais pouvoir même directement pouvoir l'utiliser et commencer à jouer avec l'application Flutterflow. Donc là, on est en train de construire un peu le back-end. Donc c'est normal que ça prenne un peu de temps parce que on est vraiment sur la partie, on va dire, back-end de notre application. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est avant tout, c'est de créer une fonction qui va permettre de faire ce que vient de faire ce site internet. Donc de convertir cette chaîne de caractères en un fichier JSON. Et pour ce faire là, on va passer par une fonction.
Donc ici, on va aller dans Cloud Function et je vais même pouvoir, ouais, je vais ajouter une fonction. Hop. Et ici, on a même une petite API, une petite AI qui nous permet de, je dirais, créer la fonction directement. Donc là, on peut lui dire get JSON format from a JSON string, tout simplement. Là, je vais faire ça et je vais dire que ce que je veux en retour, c'est un JSON, ok, et l'argument, ça va être un JSON string, tu vois. Et je vais lui mettre ça, tac, 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 ok. Et donc là, si je fais ça, donc là, c'est l'intelligence artificielle qui est intégrée dans Flutterflow qui va me générer le bout de code qui va me permettre de faire la fonction que j'ai réalisée. Donc là, bah écoute, ça a l'air de fonctionner. Donc je vais faire ça, je vais copier la fonction. Yes. Et voilà, il me l'a copié, il me l'a collé ici. Parfait. Parfait, c'est magnifique, ça marche bien. Donc là, je sauve la fonction. Ah, je vais lui donner un nom quand même. Je vais lui mettre get JSON from string. Ok, nickel. Je sauvegarde. Et maintenant, j'ai ma fonction qui est utilisable. Maintenant, on va aller directement ici. Et donc, en fait, là, ce que je vais faire, c'est que je vais customiser un peu cette interface. D'accord? Donc là, j'ai pris un template, forcément. Mais ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment de customiser et de pouvoir faire ce que j'ai envie. Donc, mon cas d'utilisation, typiquement, l'application itinéraire. Donc, en fait, il y a des choses que je vais pouvoir retirer. Donc là, ce que je vais mettre tout simplement itinéraire. Voilà. Et là, je vais supprimer ça. En tout cas, les informations qui est ici. Et je vais rajouter. Donc, on vient ici dans cet onglet-là. Et là, on a accès à tous les éléments qui sont dans cette page. Et donc, moi, dans cette ligne, déjà, ça, je vais le renommer. Je vais mettre point de départ. On va dire ville de départ. Okay. Ville de départ, et ici, je vais lui mettre la ville. Donc, dans cette ligne-là, je vais rajouter ce qu'on appelle un widget dans Flutterflow. Et le widget, ça va être un text field normalement, ou un texte field, voilà, c'est mieux. Voilà, donc là j'ai rajouté un text field ici. Et donc dans ce champ-là, c'est là où je vais mettre la ville de départ, ok? Jusqu'ici, ça va. Donc je vais mettre ville de départ ici dans le label. Est-ce que je peux simplement thème, je vais changer la couleur. Voilà, ville de départ. Est-ce que je peux le mettre un peu plus petit? Non, je vais laisser ça comme ça, small. Très bien. Ok, ville de départ. Clac, ici. Et donc, ce que je vais pouvoir faire également, ça va être tout simplement de le lier. En fait, l'information qui va être là, je vais la sauvegarder quelque part, bien évidemment. Et donc, normalement, j'ai un champ qui s'appelle... il y a beaucoup d'informations, effectivement, mais on va trouver ça. Donc, normalement, c'est même au tout début. Je dois avoir un champ qui s'appelle Text Field Properties. Initial Value, non, c'est pas ça. Je me demande si c'est pas cette information. Je pense que c'est cette information en fait que je vais pouvoir lier. Donc cette information là, je vais la lier avec une variable, ok. Et cette variable là, je vais l'envoyer par la suite à mon call API. Donc ce qu'il faut faire, c'est que là, je vais tout simplement aller page parameters, créer une new page parameter. Donc on va créer un paramètre dans cette page que je vais appeler ville de départ. Ok, ville de départ. Je vais mettre confirme.
Ok, voilà, c'est exactement ça. Donc là, c'est l'information qu'il faut mettre ici. Et je vais mettre comme valeur par défaut. Est-ce que je peux modifier ça? Défaut variable value. UI builder display value. Ouais, c'est plutôt ça. Je vais mettre build de départ. Ok, non, ça c'est juste pour le développeur, c'est pas très important. On va laisser ça comme ça. Tant pis, c'est pas grave. Donc là, on a la ville de départ et maintenant, on va faire la même chose pour la ville d'arrivée. Alors en fait, tout simplement pour dupliquer un élément, il suffit d'aller sur l'élément en question. Par exemple, si je veux dupliquer celui-ci, je fais duplicate et juste à cliquer là-dessus et ça me le recrée par derrière, quoi, dans la foulée. Voilà, donc ça je peux enlever, ça je peux enlever, ça je peux enlever. Donc, voilà, ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'avoir ça. J'ai bien ma ville de départ qui est reliée. J'ai la ville d'arrivée maintenant. D'arrivée. Donc là, je vais changer ça. Je vais mettre ville. Je supprime la variable. J'enlève ça. Et là, je vais mettre create a new one. Donc je vais mettre ville d'arrivée. Ok. Je confirme. Donc là, j'ai bien ville d'arrivée. Ces éléments-là, pardon, je peux les enlever. Toute la ligne, je peux l'enlever là. Hop. Voilà. Ville de départ, ville d'arrivée. Ensuite, ici, ce que je vais vouloir afficher, c'est tout simplement. Donc ça, je vais pouvoir même retirer tout ce qu'il y a derrière. Donc là, pour bien expliquer, en fait, là, ici, en fait, c'est une superposition de différents éléments. Donc ces différents éléments, ils sont représentés ici dans cet arbre-là. Et donc ici, si je passe mon curseur dessus, je vais pouvoir les sélectionner les uns après les autres. Donc là, j'ai une première colonne qui est... pardon, c'est voilà, cette colonne-là. Je remets ici. Donc là, j'ai les deux lignes dans la première colonne. Ensuite, j'ai une deuxième colonne avec cette partie-là, en fait. Bon, ils ont été mis là-dedans, mais c'est pas très grave. Voilà, j'ai cette colonne-là. Et puis derrière, j'ai le reste. Et en fait, moi, ce qui va m'intéresser, c'est que le reste là, je vais les garder comme ça. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher ici donc la liste des itinéraires. D'accord? Je vais d'abord mettre un bouton pour me calculer l'itinéraire. Donc ici, je vais rajouter tout simplement. Je vais rajouter ici un bouton. Ok. Un bouton classique que je vais mettre dans la colonne du coup. Voilà, il est là le bouton. Ce bouton là, je vais aller rapidement le paramétrer. Donc il doit avoir un champ où il y a écrit le texte dessus. Je suis passé dessus, je crois. Et là, voilà. Donc là, c'est mettre calculer l'itinéraire. Voilà. Donc là, dans les actions, ici dans l'onglet action, il est là. Donc je vais rajouter une action et cette action là, je vais mettre API call. Donc ça va être le call API. Et donc le call API, ça va être celui que j'ai paramétré tout à l'heure. Et donc il a besoin de deux variables. La première variable, ça va être l'adresse de départ. Et pour ce faire, je vais la connecter avec la ville de départ, donc la variable que j'ai créée tout à l'heure. Et je vais rajouter également l'adresse d'arrivée que je vais connecter pareil avec la variable d'arrivée que j'ai créée tout à l'heure. Et donc là, c'est juste une condition pour dire est-ce que le call API s'est bien passé. Donc est-ce qu'on a le code 200? Si on a le code 200, ça veut dire que c'est bien passé. Et donc dans ce cas-là, je vais juste... je vais rien faire en fait. Je vais afficher s'il y a un problème. Je vais afficher un message. Donc je vais mettre une snack bar avec le code d'erreur. Donc ça va être ici dans les action output. Je vais récupérer le résultat de mon call API. Je vais juste mettre le JSON body. Voilà. S'il y a une erreur, ça va me l'afficher ici. Et je vais mettre une couleur erreur en rouge. Comme ça, je le verrai directement. Donc voilà, mon bouton est paramétré maintenant.
Mon bouton est paramétré. Ah oui, j'ai oublié de faire un truc. C'est que ici, il faut que je stocke. Le résultat va être stocké là-dedans. Donc là, je vais l'appeler output call API. Ça, c'est ma variable que je vais récupérer et qui va contenir justement les itinéraires, les différents itinéraires. Donc moi, maintenant, ce qui m'intéresse, ça va être d'afficher les différents itinéraires selon dans une liste en fait. Il faut que j'affiche ça dans une liste. Et ça, pour ce faire, je vais tout simplement peut-être ici déjà, je vais remplacer ça. Je vais mettre itinéraire. Donc là, on est dans... Ouais, j'ai cette row là, c'est une carte, donc ça peut m'intéresser. Donc je vais essayer de travailler sur cette carte là. Donc là, typiquement, je vais renommer, je vais mettre tout simplement là, déjà ce bouton là, il faut que je le remonte. Je vais le mettre plutôt ici. Et je vais essayer de le mettre, le placer plutôt au milieu. Voilà. Calculer l'itinéraire. Et ça, en réalité, ces documents-là, enfin ces informations-là vont s'afficher une fois que mon call API sera exécuté. Ok. Donc, je reviens ici et là, je vais devoir afficher donc le moyen de transport, par exemple, le coût, ok, et la distance. Les trois informations. Donc ça, je vais supprimer cette partie-là, je vais la supprimer aussi, et cette partie-là, je vais la supprimer aussi. Donc là, ce que je vais essayer de faire, ça va être de lier ça à tout simplement différentes variables. Donc ce que je vais faire, je vais voir si je peux pouvoir action output JSON body. Ok, je vais essayer de le faire comme ça. Donc en fait, tout simplement, comme je vais avoir une liste de children, donc d'enfants, je vais avoir une liste d'itinéraires. Il va falloir que je le lie avec cette liste-là. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais appeler la fonction que j'ai préparée tout à l'heure. Donc, pour ce faire, je vais ici dans call function. Donc, j'ai mis le nom de la fonction, donc getJSON from string, pour pouvoir transformer le résultat string en un JSON. Ok. Voilà, je vais récupérer les différents itinéraires que mon call API m'aura renvoyé. Donc pour ce faire, je passe par la fonction et donc ici, je vais aller lui donner le call API qui s'est déroulé. Ok, donc là, je vais aller chercher le JSON body et je vais lui dire tout simplement de récupérer le JSON path, non, le predefined path. Donc voilà, d'aller récupérer ce que j'ai récupéré comme ce que j'ai préparé tout à l'heure comme JSON path, donc l'élément qui contient la donnée, d'accord, et je le mets dans ma fonction. Okay. Une fois que ça c'est bon, maintenant je vais avoir différents éléments ici. Je vais avoir différents éléments et donc là je vais aller donc dans le JSON path. Alors je sais pas si tu te rappelles, mais tout à l'heure quand j'ai créé mon JSON, donc là je vais avoir ça comme information. Je vais avoir itineraries. Et itineraries, c'est un array. Donc, c'est une liste d'informations. Et donc, ici, je vais lui dire, OK, ben, en fait, tu vas m'afficher le point itineraries. Tac. Voilà. Donc là, ici, count variable is invalid, please fix. OK, donc, est-ce que je peux sauvegarder ça? Ok. Donc voilà. Donc là, il me l'a trouvé. Donc maintenant, je vais avoir les différents itineraries qui vont s'afficher ici. Et donc là, il m'en met 4 parce qu'il a compris que c'était une liste et qu'il peut potentiellement y en avoir plusieurs. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais lier ces informations-là avec les informations que je vais avoir véritablement dans les itineraries. Donc là, le texte, ça va être typiquement, donc là, itineraries item. Et donc là, je vais lui dire JSON path, encore une fois. Et je vais mettre point ici. Je vais remettre le point. Donc là, c'est point moyen de transport. OK. Point moyen de transport. Donc $, point. Ça, c'est la réglementation pour le JSON, pour donner le chemin d'un JSON.
Je vais mettre $. Ok, donc ça c'est bon. Il m'a trouvé, il a compris. Ici, je vais lui mettre le coût. Voilà, donc ici je vais mettre itineraries item et là je vais mettre JSON path point coût. Voilà. Tac. Et enfin, ici en petit, où on va l'afficher un peu plus gros peut-être. Voilà. On va mettre un texte un peu plus visible quand même. Voilà, et ici, on va le lier avec itineraries item, JSON path, et là c'était distance. Distance, tac. Point distance. Voilà, superbe. Très très bien. Et donc là, on va tester en direct live notre application et voir si ça fonctionne. Donc on se retrouve ici et là on voit qu'on a une erreur. Alors l'erreur, je pense savoir d'où est-ce qu'elle vient. C'est tout simplement parce que ici en fait il faut que je lui dise peut-être que comment dirais-je, que en fait cette partie-là elle doit être affichée uniquement lorsque j'ai fait mon appel API. Alors en réalité, donc je me suis permis de faire le test rapidement. On a quand même des informations qui s'affichent. Ah, là on a quand même des informations qui s'affichent, mais je pense qu'en fait il ne prend pas en compte mes informations. Donc là il me met 3,5, etc. C'est des informations qui ne sont pas très cohérentes. Donc le call API fonctionne, mais en fait il ne prend pas en compte Paris et Zurich. Et donc ça, je vais aller regarder d'où est-ce que vient le problème. En réalité, j'ai même pas besoin de faire ça. J'ai même pas besoin de sauvegarder. Alors là, il faudra juste modifier quelque chose. Là, on peut aller directement dans le widget state. Et donc la ville de départ, elle est là. Et donc on peut aller récupérer cette information-là directement. Voilà. Donc text field. En fait, c'est ça qu'il faut faire. Et là, pareil pour l'adresse d'arrivée. Et donc le widget state, il est là. Donc texte de ville d'arrivée. Donc là, si je mets à jour maintenant, voilà, je rebalance mon test mode, hop, on devrait avoir quelque chose qui fonctionne beaucoup mieux. Donc là j'ai ce message d'erreur là parce qu'en fait au début il n'a pas les informations, donc il ne comprend pas ce qu'il doit afficher. C'est tout à fait normal. Donc là quand je refais mon test ici, voilà, j'ai ça. Bon, c'est pas beaucoup mieux. Je ne sais pas pourquoi. Alors j'ai bien mon X0, j'ai bien mon design qui est comme ça. Ce qu'on va faire, c'est que générateur variable. Ok. Ok, alors je vais voir si j'ai pas oublié quelque chose. En réalité, ça, on s'en fout complètement. Ici. Tac, voilà. Là, pareil. Non, ici plutôt. On va supprimer ça. Hop. Voilà, donc on n'a plus besoin de ces choses-là. Donc là, on récupère directement les variables. Adresse de départ. Text field. Je vais retester rapidement mon call API pour voir s'il fonctionne bien. Donc c'est assez rapide, hein, moyen de transport. On va récupérer directement ça. Et on va faire ça. Donc j'ai bien des valeurs cohérentes là, quand je fais mon test. Donc ça c'est bon, ça me plaît. Et maintenant, pourquoi ici? Ok. On va juste mettre un petit message pour voir si il prend bien en compte les variables que je vais donner là. Donc est-ce qu'il prend bien en compte le widget state?
celui-ci. Tac. Et pardon, je vais rajouter un deuxième avec la ville d'arrivée. Tac. Widget state avec la ville d'arrivée. Ouais, ici, c'est. Ah, les deux s'appellent ville de départ. Ça, je pense que c'est juste, ouais, c'est juste un copier-coller. C'est pas très grave. Est-ce que j'ai mis la ville d'arrivée? Ok, alors je vérifie quand même un truc. Là, dans mon call API, adresse départ, donc ville de départ, ville d'arrivée. Ok. Jusqu'ici, ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc on va juste vérifier que je recharge ça, que il prend bien en compte les variables qu'on lui donne, parce que les petits problèmes qu'on peut avoir, c'est vraiment juste ça. Une fois qu'on a résolu ces petits problèmes de liaison, de connexion, c'est plutôt sympa. Mais en tout cas, on est en direct live, on voit bien que parfois il peut y avoir des choses qui ne fonctionnent pas comme on l'avait attendu, mais ça fait partie du jeu, on va dire, du développeur. Même si là, ça va, c'est pas très compliqué. Ah, voilà, c'est beaucoup mieux là. Ok, bah, ça me paraît beaucoup mieux en avion 450. Ok, on va juste rajouter peut-être des unités. Alors, je sais pas si je peux rajouter des unités sur ce texte là. Ok. Ok. Je vais peut-être rajouter un texte juste à côté. Je vais voir si je peux faire ça rapidement. Donc là j'en étais où? Ouais, c'est plutôt là-dedans en fait. Ici. Donc j'ai une colonne et dans cette colonne je vais rajouter, je dirais, une ligne. Voilà, et dans cette ligne là je vais lui mettre voilà comme ça. Non. Tac, et là je vais lui mettre ce texte là. Voilà. Celui-ci pareil, je vais rajouter une autre ligne là. Je vais même mettre ça en fait. Faire clic droit ici, wrap. Je vais mettre wrap widget et je vais mettre row. Donc voilà, j'ai. Qu'est-ce qu'il m'a créé là? Hop, j'ai une row. Ah, il m'en a rajouté une autre en fait. Ok, donc en fait c'est ça que je voulais faire. Voilà. Non, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Bon, on va rajouter une row comme ça. Donc là, je vais mettre la distance. Voilà. Et là, est-ce que je peux en rajouter une deuxième ou pas? Normalement, oui. Voilà. Et donc là, je vais rajouter le coup. J'ai pas l'impression que. Ouais, c'est ça que je vais faire en fait. Voilà, bon. Je vais le faire comme ça, c'est pas grave. Hop. Donc là, je rajoute le texte. Voilà. Moi, j'ai deux variables. Et en fait, je vais rajouter un autre texte derrière pour rajouter l'unité. Donc là, ça va être pardon, l'unité. Donc on va mettre des euros en fonction du pays dans lequel vous êtes. Voilà. Ici, je vais lui mettre donc ce que j'avais fait tout à l'heure. Donc ça va être l'itinéraire item, le JSON path, et ça va être point coût dans ce cas-là. Voilà. Avec un petit padding ici de 2. Petit espace en fait.
5. Voilà, c'est pas mal. Et là, je vais faire la même chose ici. Et je vais rajouter kilomètres. Donc, ça va être la distance. Kilomètres. Avec un petit padding de 5. Voilà. Et ici, pareil, je vais le lier avec le résultat de itineraries. Donc, design path. C'était quoi? Distance, il me semble. Distance. Point. Dollar point. Point distance. Voilà. Maintenant, je refais un chargement. Et ça devrait être beaucoup plus joli. Voilà, Paris. Zurich. Hop. Voilà, donc 100 €, 600 km. La distance est toujours la même, visiblement. Même si ça pourrait être un peu différent selon le moyen de transport quand même. Mais voilà, en tout cas, je dirais, une première version de mon API. En tout cas, c'est bien les variables qu'il a données là. Alors, si je recalcule, est-ce que c'est différent? Voilà, selon les trouvailles qu'il peut avoir. Et ensuite, en fait, ce qui peut être sympa, c'est par exemple de lui demander le lien de réservation. Et là, je peux avoir directement en cliquant sur. Bon, là, la voiture, ça va être compliqué, mais s'il y en a un, par exemple, je peux avoir un lien directement qui m'emmène vers la page de paiement. Donc, ça, c'est la deuxième étape de l'application. Mais en tout cas, voilà, en quelques clics, on peut voir qu'on a créé une application qui utilise l'IA, donc qui va rajouter de la valeur, qui va apporter de la valeur à l'utilisateur. L'utilisateur, on peut lui proposer un service comme ça. Bon, là, c'est un itinéraire, ça fonctionne en tout cas. Ça, c'est classique, mais si on se penche un peu plus dessus, on peut rajouter et vraiment aller au fond des fonctionnalités. Donc voilà, dans cette formation, tu as pu voir que tu as pu créer déjà une première application avec une authentification. Ça, c'est hyper important, pouvoir authentifier l'utilisateur. On a bien vu ici que l'utilisateur était authentifié avec son adresse mail, etc. Et tu as pu créer un premier flow, un premier service qui fonctionne et qui fait appel surtout à l'intelligence artificielle. Donc voilà un premier exemple. Si tu veux aller plus loin dans le cas des applications SaaS, et notamment si tu veux rendre monétisable ces SaaS-là, parce que là on a montré un premier exemple, mais l'idée c'est d'avoir une première version par exemple gratuite et de rajouter des services supplémentaires dans les versions payantes. Si tu veux aller plus loin, tu as juste à cliquer sur le lien qui est en bas et tu auras accès à la formation complète Liberty SaaS que j'ai développée et qui est un résumé, on va dire, de toutes ces années d'ingénieur que j'ai pu passer et qui vont te permettre justement de comprendre encore mieux, aller encore plus dans les détails, toutes les subtilités qu'il peut y avoir derrière et comment tu peux créer ton premier SaaS et encore d'autres pour justement générer des revenus mensuels. Je te dis à très vite, à bientôt et n'hésite pas à me donner ton commentaire sur cette vidéo.